Monsieur le Président, le confrère également a parlé de l'ordonnance de requalification, de non-lieu et de renvoi devant la juridiction de ce siège. Là encore, j'avais prévu d'en parler, mais le confrère a tellement bien dit que je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, d'abuser de votre attention sur ce point. Il a dit que cette ordonnance résume 3 décisions. Une décision de non-lieu, une décision de requalification, une décision de renvoi. Il y a un seul point qui m'intéresse, sur lequel je veux épiloguer. C'est la décision de requalification. Cette décision de requalification a l'intérêt d'avoir définitivement tranché une question de droit. Une question de droit. Cette question de droit tranchée a fait l'objet de contestations jusqu'à la Cour suprême, qui a construit une jurisprudence qui doit guider votre décision. Monsieur le Président, lorsqu'on vous demande de contredire la plus haute instance judiciaire du pays, on n'est pas en mesure de vous dire sur la base de quel texte, derrière quelle disposition légale vous pouvez vous abriter pour remettre en cause une question de droit, une question d'interprétation du droit qui a été définitivement réglée par la plus haute instance judiciaire du pays. Quelle serait l'utilité d'exercer un recours contre une décision de requalification si ce n'est pour obtenir une décision définitive? Si les décisions rendues à l'instruction préparatoire ne peuvent pas être revêtues de la chose jugée, mais personne ne ferait appel d'une ordonnance de requalification. Personne. Parce qu'on aurait dit, ce n'est pas la peine d'aller devant la chambre de contrôle, parce que même devant le tribunal, on peut revenir sur ce que le juge d'instruction a déjà décidé. Le droit, c'est aussi une question de bon sens. Et j'ai comme l'impression que ce bon sens a quitté ce prétoire. Monsieur le Président, le ministère public, par la voix du magistrat très pertinent, que j'aime souvent et affectueusement appeler le magistrat polyvalent, a appuyé ses réquisitions sur les articles 703 et 724 du Code de procédure pénale. L'article 703 du Code de procédure pénale dit ceci. Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998, ratifié le 14 juillet 2003, la République de Guinée participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le président Tite. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas devant la CPI. Et quand on parle de la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je n'ai plus besoin de dire qu'à l'époque des faits, cette infraction n'était pas internalisée. Mais Monsieur le Président, il faut qu'on arrête de se moquer du tribunal. Il faut qu'on arrête de se moquer de nous. Ce procès est très sérieux et il faut qu'on le prenne au sérieux. Nous devons donner le bon exemple et nous espérons que ce bon exemple viendra par la pertinence des arguments, des motivations qui vont ressortir de la décision à intervenir. Il faut que le ministère public comprenne qu'il ne peut pas à tout moment et à souhait manipuler la justice comme il le veut. Je l'ai rappelé ici,
que c'est le même ministère public qui a réclamé et obtenu à travers ses réquisitions du 11 décembre 2017 la requalification des faits. Il n'a pas exercé de recours contre cette décision. Comment d'un seul coup, et à tout hasard, ce même ministère public peut se raviser encore pour revenir devant vous pour dire « Oh, je m'étais trompé et je veux qu'on revienne sur ce que je vous avais demandé. » C'est pourquoi j'ai dit, on doit vous respecter. On doit respecter le tribunal. Qu'on arrête de se moquer du tribunal. Monsieur le Président, je vais aller directement sur le second point, parce que honnêtement, je n'ai pas envie de répéter ce qui a été bien dit par mon professeur Maître Lansana Sylla. Pour revenir sur le principe de la légalité, cette fois-ci avec de nouveaux éléments. Vous savez, Monsieur le Président, hier, nous avons entendu un docteur en droit public, confrère de la partie civile, nous enseigner ici à sa manière, pour dire que la signature, la ratification, l'approbation et la publication au journal officiel d'une convention internationale suffit pour que cette convention entre en vigueur. Maître Lansana Sylla vous a démontré la particularité du droit pénal, et je vais me permettre d'y revenir avec de nouveaux éléments, qui n'est pas comme les autres disciplines. Et pour les publicistes, je pense qu'il y en a dans votre composition, ils savent que même si une convention internationale est ratifiée, publiée de façon régulière, son acceptation n'est pas toujours automatique. Il y a des conditions de mise en œuvre qui doivent être procédées à l'interne pour que cette convention soit acceptée. Parlons du statut de Rome. Dans le préambule du statut de Rome, je vais m'intéresser particulièrement aux paragraphes 4 et 6 du statut de Rome. Il est clairement dit au paragraphe 6 ceci, qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux. Ce paragraphe du préambule est repris des recommandations du coordonnateur du texte que je viens de citer, notamment au chapitre 8 des clauses finales. Et en plus, vous avez le paragraphe 4 qui consacre l'obligation de chaque État de prendre des mesures dans le cadre national afin d'assurer la répression des crimes les plus graves. Et le 6e paragraphe que je viens de citer, Monsieur le Président, honorable assesseur, réfère un devoir des États de faire juger les représentants et les crimes internationaux par leur propre appareil en l'internalisant d'abord. Monsieur le Président,